Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Aujourd'hui, avec Étienne et Bertrand, on va débriefer, on va continuer à analyser l'intersaison des différentes divisions de NFL. On va parler aujourd'hui de l'AFC Est. Salut les gars. Salut Bertrand, salut Mika, bonjour à tous. Salut Mika, bonjour à tous nos auditeurs pour cette revue de division. Donc aujourd'hui les gars, AFC Est, une AFC Est avec pas mal de choses à dire, je pense, parce qu'on a des équipes qu'on attend un peu après leur bonne saison 2021. À commencer par les Bills, qui ont été donc champions de division avec 11 victoires, 6 défaites. Alors les Bills, ils affrontent l'intersaison dans une situation je dirais, assez confortable. C'est-à-dire que le cap space, bon, ils sont à 600 000 dollars en dessous du cap space. Donc, enfin, globalement, tout va bien en restructurant un peu, ça va fonctionner. Ils n'ont pas d'agent libre majeur réellement qui s'en va. À part peut-être Emmanuel Sanders qui était en fin de contrat et Levi Wallace, c'est peut-être les deux. Donc il y a une équipe quand même qui va rester plus ou moins la même et où on va plutôt finalement, Bertrand, être dans de la consolidation, sachant qu'on sait déjà que Mitchell Trubisky, lui, du coup, est parti parce qu'il rejoint les Steelers. Ouais, là, c'est vraiment le mot consolidation pour le coup, puisqu'on est vraiment dans une franchise qui, elle, ne se cherche pas, qui a déjà trouvé pas mal de ses éléments dans sa globalité, avec les résultats qui ont suivi. On l'a bien vu cette année, ça s'est encore joué à peu de choses, ou d'ailleurs, ça a fait une petite polémique sur l'histoire de la règle des prolongations, qui est toujours en cours d'ailleurs, où les franchises se posent pas mal de questions, mais pour revenir sur la franchise en elle-même, oui, s'il y avait la perte d'Emmanuel Sanders, je pense pas que ça serait la plus grosse perte, on va dire, en elle-même, puisque le joueur a quand même 34 ans, que c'est un baroudeur de la ligue et qu'il a quand même fait pas mal d'équipes. Malgré tout, c'est un joueur que j'aimais bien, donc qui faisait pas mal de bonnes réceptions. Donc pour le coup, s'il partait, ça serait quand même dommage. Mais c'est pas l'élément clé qui va les empêcher, je veux dire, de pas continuer sur leur bonne lancée. Alors après, ça sera évidemment de retrouver un backup suffisamment de talent à Josh Allen pour être sûr que s'il venait à se blesser, tout du moins, il n'y aurait pas de problème pour prendre la suite au niveau des matchs durant la saison 2022. Donc voilà, là c'est vrai qu'on en est plus sur ces choses-là, et puis peut-être revoir aussi certains éléments qui devraient éventuellement peut-être partir en défense. Ouais, alors moi, le point que j'avais relevé aussi, c'était le côté receveur, parce que donc Sanders est en fin de contrat et on a quand même des joueurs peut-être un peu vieillissants dans cette équipe de receveurs. Enfin, je pense aussi à Cole Beasley par exemple, qui sont quand même déjà des vétérans de la ligue. Beasley, il a 32 ans. Étienne, comment toi tu vois cette intersaison pour les Bills? Où est-ce que tu penses qu'ils vont aller se renforcer? C'est pas facile à dire parce qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait. Ils étaient pas très loin, ils sont pas très loin du bout, hein, parce que perdre en prolongation les Chiefs, comme ça c'est Ouais. ça s'est effacé, il manquait pas grand chose. Sanders, vu ce que j'en ai lu, ce serait quand même une bonne perte au niveau du vestiaire. Apparemment, il avait pris une importance au niveau du vestiaire assez important, mais ça fait répétition, excusez-moi, mais je retrouve plus le mot. Mais je suis pas étonné en fait. Excuse-moi, je suis pas étonné en fait parce que quand on voit la bouille du gars, on se dit qu'il est il a l'air quand même sympathique et on sent qu'à mon avis, il avait pu porter de l'expérience quoi. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi pour le coup. ouais, toutes les réactions dans le vestiaire en disent du bien et c'est pour ça aussi qu'ils voulaient re-signer au minimum vétéran, donc ça leur coûterait pas très cher en plus. Donc je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas, surtout s'il a été si important que ça vu ce qu'il en a été dit. Donc je pense qu'ils vont le faire. Après Cole Beasley, ils ont déjà annoncé qu'ils lui autorisaient d'aller chercher un transfert, donc on verra bien ce que ça donne. Mais de toute manière, avec Stephon Diggs et Gabriel Davis, c'est solide à ce poste-là. Un backup à Josh Allen, c'est pas un quarterback qui se blesse beaucoup non plus. Donc, de toute manière, si Josh Allen se blesse, que tu es un backup, n'importe qui que tu es en backup, ta saison commence à... Tu baisses le pied obligatoirement parce que c'est un des top quarterbacks. Tu peux pas avoir l'équivalent en remplaçant de toute manière. Donc, non,
peut-être un peu plus solide en défense. C'est surtout la défense, moi, pour eux, qui m'inquiète, qui a des hauts, des bas, qui sait pas s'adapter. Si on se rappelle du match hyper bizarre contre les Patriots où ils ont couru tout le temps, ils n'ont pas su s'adapter. Ils se retrouvaient à 10 sur la ligne pour arrêter un coureur, ils n'y arrivaient même pas. Enfin, il y a un moment, il y a des adaptations à faire en défense qu'ils ne font pas. Alors, est-ce que c'est du coaching, est-ce que c'est des joueurs? Mais je pense que c'est là-dessus qu'ils doivent travailler, moi. Ouais, donc tu penses que s'il y a des ajouts à faire, en tout cas, parce que bon, finalement les Bills, leur problématique, elle est assez simple, hein. L'équipe, elle est là. Maintenant, c'est trouver peut-être l'un ou les deux, trois ajustements à faire pour aller jusqu'au Super Bowl, parce qu'aujourd'hui, c'est ça clairement qui leur manque. Toi, tu dirais que c'est plutôt du côté de la défense? Ouais, c'est ça. Et puis peut-être un coureur aussi un peu plus solide, mais ouais, avoir un running back pour avoir un jeu de course un peu plus établi. Mais Alors justement, ils ont ajouté McKissick qui est arrivé pour étoffer un peu au niveau des running backs. Est-ce que ça suffira? Vu leur jeu, c'est possible, mais il n'y a pas besoin d'un excellent running back non plus. Il faut juste une attention qui va apporter autre chose, surtout que McKissick peut le faire. Et en plus, il capte des balles à la passe qui peut aider aussi à Josh Allen sur les play action. Ouais. Donc, c'est intéressant aussi. Mais ouais, je pense que c'est surtout leur défense qui moi, je trouve, ne sait pas s'adapter parce que même contre les Chiefs, ils prennent un paquet de points. Enfin, voilà, il y a des moments où ils vont... il y a des hauts débats dans cette défense qui n'est pas assez régulière, qui est, pour moi, manque d'adaptation. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas sûr que ce soit les joueurs, c'est peut-être aussi au niveau du coaching. Ils ont quelque chose à voir là-dedans. Ouais. Moi, je ne serais pas forcément sur l'irrégularité en elle-même, mais plutôt, comme tu dis, l'adaptation peut-être sur un match important, on va dire par rapport au play-off. Donc là, après, c'est plus comme je pense, tu viens de le dire, Étienne, une histoire d'adaptation de coaching staff, on va dire, en soi. Parce qu'au final, moi, je pense que ce qui a fait mal aussi durant la saison, c'est quand ils ont perdu Tredavious White, qui était un excellent cornerback, et mine de rien, dans une ligne de 11, quand il y a vraiment un élément qui est déterminant pour l'ensemble de son équipe, c'est toujours le grain de sable qui va dans la belle mécanique et puis qui casse un peu les éléments. Donc ça a été un moment un peu clé aussi, même s'ils ont gardé leur bon niveau de défense, leur très bon niveau de défense d'ailleurs, on peut dire même des choses comme ça, du moment que s'il y a eu cette absence-là, ça a été un peu plus compliqué. Après, l'histoire de l'adaptation, oui, ça je te rejoins. Quand on ne sait pas arrêter une équipe qui fait que de la course et où on voit que la tactique de jeu elle n'était que ça du côté des Patriots, il y a à se poser des questions. Oui, et puis il ne faut pas non plus, je pense, s'appuyer que sur un joueur. Tu as besoin de playmaker en défense, ok, mais la défense, c'est aussi un effort collectif, je pense, et l'absence de Tredavious White pour un candidat au titre, aussi bon soit le playmaker en défense, son absence ne doit pas faire une baisse de performance aussi grande, je pense, dans une équipe c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais faire le parallèle avec les Rams qui ont eu Jalen Ramsey absent une partie de la saison aussi. Et pourtant, ça s'est pas ressenti plus que ça. Alors, il est revenu en playoff, mais franchement, les Rams, ils ont été au niveau toute la saison. Je dis pas forcément que, on va dire, c'est du fait des Bills, mais ils doivent avoir justement leur constance en défense. Et c'est vrai que c'est malheureux que Tredavious White, par son absence, ait créé ce problème. Mais c'est vrai que quand on voit qu'il y a quand même Greg Rousseau, Ed Oliver, Tremon Edmunds, qui ont fait vraiment une très bonne saison tout au long de l'année, je pense que c'est pas une question de joueur, mais une question de coaching pour le coup à ce moment-là. Donc c'est peut-être revoir justement dans le coaching et les coordinateurs au niveau de la défense. Alors, le coordinateur, pour info des Bills, c'est Leslie Frazier. Il est coordinateur défensif de la franchise depuis 2017 maintenant. Donc, c'est vrai qu'il est installé depuis un assez long moment là-bas. Ce sera encore lui cette année. Donc, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que cette équipe, il faut vraiment pas grand-chose. Et s'il rate un peu cette occasion, j'ai l'impression que ça prendra du temps après pour réussir à remonter une équipe. Alors, ils ont un quarterback exceptionnel, et, ça, il y a pas photo. Et il y a d'autres joueurs très bons, mais j'espère pour eux qu'ils laisseront pas passer leur opportunité là qu'ils ont sur ces années à venir.
Sachant que là, on sait qu'on enregistre dans une période clé avec la free agency et certains mouvements. A priori, moi, de ce que je sais, à moins que vous me contredisiez par rapport à ça, il n'y a pas eu de signature clé à l'heure actuelle du côté des Bills par rapport à d'autres franchises, hein, il me semble. Donc, tant qu'ils n'ont pas travaillé sur le cap space, tu ne pourras pas avoir de signature clé parce qu'il est à l'équilibre seulement. Donc, de toute manière, le seul mouvement qu'ils ont fait, ça a été McKissick qui a signé. Et ils ont restructuré le contrat de Micah Hyde, le safety, pour dégager en fait à peu près 5 millions dans le cap space pour l'instant, mais c'est tout. Ouais, voilà, s'ils arrivent à faire partir Cole Beasley, ça fera un peu plus. Voilà, et là, ils pourront faire quelque chose, mais je pense que ça joue là-dessus, quoi. Après, c'est toujours l'équilibre. Quand on dit faire partir Cole Beasley, oui, je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que ça ne serait pas forcément s'il y a un bon remplacement, en tout cas, mais c'est toujours embêtant de se dire de se séparer d'éléments qui ont été importants malgré tout durant l'année, bon, même s'il était absent. Je pense que Cole Beasley, il apporte certains éléments quand même. Hein. Mais Kessie qui vient de Washington, hein. Oui, c'est ça. De mémoire, hein, ouais. Beasley, la problématique, je pense que c'est aussi son contrat. Il va peser à peu près 7 millions et demi sur le cap space. Pour un joueur qui est seulement peut-être le troisième receveur de l'équipe, est-ce que vraiment ils ont envie de mettre cet argent-là? Peut-être pas, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il le laisserait bien partir. Tout à fait, s'ils peuvent récupérer un troisième tour de draft ou un deuxième tour de draft là-dessus, pour récupérer un receveur beaucoup moins cher, ils auront de la place, et pour un troisième receveur, un rookie, ça peut être bon. Sachant qu'ils ont tout leur tour de draft en plus, donc là-dessus, je pense qu'ils peuvent effectivement rentabiliser avec le départ de Beasley. Parfait, messieurs, on va passer à l'équipe suivante de cette AFCS, qui sont les Patriots, on en a parlé. Les Patriots, ils ont terminé à 10 victoires, 7 défaites. Alors eux, ils ont fait une reconstruction éclair après le départ de Brady, puisque ils ont eu une saison un peu de flottement, et d'un coup, ils ont trouvé leur quarterback. En tout cas, on a l'impression qu'ils ont trouvé leur quarterback, et ils ont retrouvé une équipe qui était compétitive. Alors, les Patriots, première problématique, c'est beaucoup d'agents libres sur cette saison, sur cette intersaison. Donc ça va être un point à régler. Et ensuite, il faut quand même, malgré tout, continuer à construire cette équipe autour de Mac Jones et essayer d'en faire un futur effectif pour le Super Bowl. Comment tu vois, Étienne, cette intersaison des Patriots? Ils vont être encore actifs sur le marché des agents libres, comme ils le sont d'habitude, comme Belichick est habitué à le faire. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Ils ont signé quand même James White, c'est quand même très important, James White, David McCourty aussi. C'est quand même des joueurs importants qui ont déjà re-signé, qui étaient importants à garder. C'est le développement de Mac Jones qui va jouer, qui va décider un peu du reste, comment Belichick le sent, parce que Mac Jones a fait une très très bonne saison rookie, on est tous d'accord. Mais la question, et c'était pour ça qu'il avait été pris si bas, c'est est-ce qu'il n'est pas déjà à son top et ne progressera plus, ou est-ce qu'il va progresser encore? La question elle va être là. Donc après, va falloir construire autour de lui si c'est lui. Si c'est pas lui, peut-être profiter pendant qu'il est encore bien hype, peut-être le garder encore un an, mais voir après derrière. Donc, peut-être qu'ils vont même avant la trade deadline faire quelque chose par rapport à ça. S'ils stagnent un peu, parce que c'est ce que tous les suiveurs prévoient à peu près, c'est que Mac Jones stagne maintenant. J'attends de voir, mais voilà, c'est ça qui va décider de la suite de ce qu'ils vont pouvoir faire. Après, il va aller chercher, il sait où il a besoin, Belichick, voilà, c'est 2-3 en défense, Calvin Noy est parti, donc voilà, il va falloir en défense des ajustements. JC Jackson aussi qui est parti également. En défense, ils ont vraiment des gros besoins. Bon, il va arriver à les combler assez facilement parce qu'ils ont du space et ils sont attirants de toute manière, que les gens veulent, les défenseurs surtout veulent travailler avec Belichick sans problème. Donc, ils vont y arriver. Alors, ouais, je pense. Excusez-moi, c'est une canne de tout. Pas de problème. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que oui, ils n'auront pas de mal à trouver en tout cas des joueurs intéressés. Quand même, ce départ de JC Jackson, Bertrand, c'est un peu une surprise parce que on parle quand même d'un cornerback plutôt très bon. Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas un peu étonnant de le voir partir, ou est-ce qu'il demandait trop d'argent pour les Patriots?
Non, mais on est typiquement dans ce que réalisent la plupart du temps les Patriots. La structure des Patriots, c'est, je dirais, le board avec Bill Belichick et Robert Kraft. Bon, on est sur une franchise qui, en règle générale, ne veut pas casser sa tirelire sur des joueurs et considère qu'ils ont toujours l'opportunité de trouver de très bons joueurs à la free agency. Moins à la draft pour le coup, puisqu'ils se sont toujours historiquement loupés, on va dire, sur les choix de receveurs d'ailleurs. En attaque pour le coup, alors ils n'ont pas ce problème-là entre guillemets cette année, même si c'est pas des top joueurs, ils seront encore là. Mais là, c'est vrai que c'est la dépeuplade en défense là pour le coup, avec pas mal de gros noms qui sont en agent libre. Il y a Calvin Lloyd qui a déjà été coupé en lui-même, mais sinon effectivement, on a donc J.C. Jackson qui a quitté l'effectif et qui a été signé chez les Chargers, qu'on va d'ailleurs aborder plus tard. Mais sinon, effectivement, ça c'est un peu la dépeuplade. Moi, par rapport à au-delà du fait de la défense, qui je pense, à mon avis, de leur façon de fonctionner, trouveront une solution pour combler les trous. Malgré tout, je suis désolé. Hein, ce soir, peut-être que je suis pas assez trop d'accord avec Étienne, mais pour le coup, moi, je pense que c'est un peu rapide de dire que Mike Jones est déjà arrivé à son plafond. Malgré, alors après, on peut entendre des spécialistes américains qui sont peut-être plus au fait que nous, mais moi, personnellement, je vois bien Belichick lui donner une chance, de le laisser continuer à avancer, malgré tout, parce qu'il a fait quand même, pour moi, je trouve, une bonne saison. Alors, il est dans un système, Patriots, qui fait qu'effectivement, c'est la tactique qui prime sur le joueur en lui-même, hein, Tom Brady en était un bon exemple. On disait que c'était un joueur de système et pas forcément lui qui faisait briller l'attaque. Mais moi, je trouve qu'il remplit bien ce rôle-là. Et qu'après, si effectivement Ramondre Stevenson et je ne sais plus son nom, James White, Damien Harris, pardon. Enfin, le comité de coureurs continue à faire ce qu'ils ont fait l'année dernière, même s'ils seront plus attendus, c'est certain. Globalement, moi, je vois pas, avec Hunter Henry, je vois pas ce qui pourrait les empêcher de continuer à avancer et à faire bien. Moi, je trouve que c'est facile tout de suite d'envoyer Mac Jones, entre guillemets, hein, je dis bien, pas aux oubliettes, mais en tout cas de dire que ça ne fonctionnera pas. Moi, je suis persuadé qu'il lui accordera sa confiance un peu plus longtemps. Attends, je ne l'ai pas envoyé aux oubliettes. Hein. Je dis que c'est ce qu'il se dit, c'est ce qu'il faut voir. Non, je dis bien, il vont lui des autres qui pensent qu'éventuellement. Ils vont lui laisser sa chance et puis ils verront après derrière où ça en est au mois de décembre, ce qu'il en est vraiment, ce que ça a donné, parce que voilà, c'est ce qui va déterminer l'avenir de la franchise de toute manière. Donc d'abord, c'est pour ça que moi je mettais son cas en premier comme ça. Moi, je pense qu'il peut évoluer. Tout joueur peut évoluer. Je vais attendre de voir. Hein. J'ai bien aimé ce qu'il a fait aussi. Hein. Non, moi je pense que une chose est claire. Aujourd'hui, vu sa saison 2021, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix que de faire le pari de continuer avec lui. Il a quand même montré des bonnes choses. Maintenant, c'est vrai que, comme beaucoup de quarterbacks en NFL, on peut toujours se poser la question est-ce qu'il est capable de vraiment porter l'équipe? Et puis bon, Belichick, il vise clairement une équipe à terme pour aller aussi au Super Bowl. Il faut pas oublier que Belichick, il a quand même un âge très très avancé dans la ligue et que il pourra pas attendre 10 ans pour aller chercher un Super Bowl parce qu'il a 70 ans cette année, en avril. Voilà, je pense que Belichick va vraiment le tester cette année comme disait Étienne et voir si avec lui il peut espérer monter une équipe et aller jusqu'au Super Bowl avec. Et en même temps, c'est aussi ce qu'il faut qu'on détermine avec Mac Jones, parce que c'est vrai que on a vu des bonnes choses, on n'en a pas non plus vu beaucoup. Enfin, on l'a pas vu lancer des 300 yards par match ou ce genre de choses. Donc, faut voir aussi de quoi il est capable sur le long terme. Maintenant, ce qu'il a montré, en tout cas, c'était plutôt intéressant, je trouve. Après, justement, ça sera justement avoir les considérations de la franchise, si c'est effectivement, comme tu le dis, par rapport à Bill Belichick en lui-même et son âge et la volonté de rapidité de résultat, ou si effectivement ils veulent se donner une chance, parce qu'on dirait que ça réécrit l'histoire de la même façon qu'avec Tom Brady, où
n'ont pas été chercher au 199e place, évidemment, mais bon, c'était la 15e place de la draft. On n'y croyait pas trop, on le voyait, il n'était pas athlétique comme les autres quarterbacks, et pour autant, il pourrait très bien réussir, puisqu'il est dans un système de franchise qui veut, à la rigueur, dans son système, faire réussir les quarterbacks de cette manière-là. Donc, c'est à voir. Effectivement, c'est là que va se jouer les volontés de chacun. Et si ça prend le pas, la volonté de réussite tout de suite et de résultat tout de suite, prend le pas sur, je veux dire, la longévité de l'effectif et des résultats des Patriots, bah, oui, on va voir comment tout ça va tourner, effectivement. Moi, alors, la différence avec Brady, c'est que Brady, ils l'ont pas choisi. Brady, ils l'ont pris en fond de draft parce qu'il restait un choix, et que Brady, en fait, c'était un peu imposé à eux par la blessure de Bledsoe et aussi par les résultats derrière. Mais Mac Jones, pour le coup, ils l'ont vraiment choisi. C'est un premier tour de draft et ils ont vraiment voulu Mac Jones. Donc, je pense qu'ils vont aller, ils vont le tester jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, il lui reste 3 ans de contrat. Je pense qu'on aura du Mac Jones encore 2 ans aux Patriots, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que, on verra où il est dans 2 ans, mais je pense que oui, ils iront en tout cas jusque là pour voir s'ils peuvent vraiment tirer de lui. Sauf si vraiment il était catastrophique cette année, sauf voilà, mais à mon avis, oui, pendant les 2 prochaines années, ils vont le tester pour voir si s'il peut évoluer et si ça peut fonctionner, ouais. Ouais, ça me paraît assez logique. C'est quand même un premier tour. Enfin, il y a que les Packers qui prennent un quarterback au premier tour et qui le font pas jouer finalement. C'est ça, oui. Donc voilà. Mais en tout cas, à voir. En tout cas, cette équipe des Patriots, je trouve qu'elle a elle a un avenir intéressant, mais en même temps, il faudra faire les bons choix. Après, on fait confiance à Belichick pour ça. Oui, il y a beaucoup de questions comme d'habitude sur eux, mais on sait qu'ils seront là quand même, quoi. Et attention à la ligne offensive aussi, un tant soit peu, entre guillemets, dépeuplée, parce qu'on sait que c'est la base quand même de l'équipe et des résultats. Donc voilà, attention à ça également, voir comment ils vont gérer ça aussi. Ouais, ça va être très intéressant. Et puis, en plus, ils ont eu un départ puisque Josh McDaniels est parti à l'été. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Ouais, ça va être intéressant de voir comment ça va être géré parce maintenant il est coach des Raiders et c'était le coordinateur offensif des 2 dernières saisons. Donc on verra comment ils vont gérer ça. Messieurs, on passe aux Dolphins de Miami, la 3e équipe de cette AFC Est. Les Dolphins, ils ont terminé avec un bilan tout juste positif, 9-8. Ils ont beaucoup de cap space, pour le coup, ils ont à peu près 50 millions. Ils ont quelques joueurs qui étaient en fin de contrat. Alors, ils avaient Emmanuel Ogba, mais qui a re-signé, si je ne me trompe pas, Étienne. Bertrand, là, pour les Dolphins, finalement, il y a du recrutement à faire. Qu'est-ce qu'il faut pour venir mettre dans les bonnes conditions Tua Tagovailoa? Pour le coup, comme tu dis, c'est pour mettre dans les bonnes conditions Tua Tagovailoa. Donc, ça veut dire qu'il va falloir quand même construire autour un corps de receveurs adapté. Alors, il y a déjà Jalen Waddle et Devontae Parker, qui sont quand même 2 joueurs, pour le coup, qui performent lorsqu'ils sont sur le terrain. Donc, c'est déjà un bon point. Mike Gesicki, qui est là aussi et qui apporte ce qu'il faut au final. Donc, voilà, on sent que de toute façon, on en est arrivé à cette conclusion-là du côté des Dolphins, où il va falloir faire en sorte d'amener Tua Tagovailoa, lui faire passer un cap aussi. Après, est-ce que lui, là on va parler de plafond, comme on disait pour Mac Jones, est-ce que lui n'y est pas arrivé aussi, entre guillemets, je parle, à son plafond en lui-même? Donc, c'est un peu compliqué parce que les Dolphins sont quand même une franchise qui ont montré la possibilité de faire une série de défaites assez importantes, mais aussi d'être à la porte des playoffs après une série de victoires. Donc, on a du mal à la situer réellement dans son niveau, entre guillemets. Et ça sera à voir justement comment ils vont bien utiliser ce cap space qu'ils ont pour pouvoir renforcer l'équipe et puis la faire passer un cap pour être régulière, on va dire, et avoir la possibilité sur un 10-7 ou 11-6 éventuellement pour les playoffs.
Ouais. Étienne, comment tu vois les choses? Tu penses que là, finalement, toute grosse signature durant cette intersaison serait bonne pour eux, ou il y a vraiment Ouais. pour toi des postes clés à remporter? Ils ont déjà dépensé une bonne partie, surtout on parlait de Tua, ils ont quand même mis Teddy Bridgewater dans les bottes déjà, qu'ils ont pris, Oui. Bridgewater, donc c'est fait. pour dire ça peut être aussi un titulaire en puissance qui peut lui prendre sa place, soit c'est pour mettre de la pression, soit c'est pour un vétéran qui l'aide. En receveur, on parlait, il y a Cédric Wilson qui arrive quand même de Dallas et qui est quand même très costaud. Oui. Donc le corps de receveur va être très intéressant. En dehors des noms que Bertrand a cités qui sont restés, comme Gesicki, Adams et Parker et Waddle. Et Waddle. En running back, ils ont pris Chase Edmonds, mais ils ont dépensé déjà énormément. Il ne va plus leur rester grand-chose en cap space. Moi, on dit pas mettre Tua dans les meilleures conditions. Là, c'est quand même, avec Bridgewater, c'est quand même la grosse question. Qui va démarrer? On se pose même la question de qui va démarrer. Ils se mettent vraiment dans les conditions parce que là, ils dépensent cher pour s'élever. Ok, je trouve ça intéressant ce qu'ils ont fait avec le running back, le receveur. Par contre, il y a un truc qui ne me va pas, moi, c'est que leur ligne offensive. Running back, ils en avaient besoin. Ah oui, tout à fait. Mais le plus gros besoin que j'ai trouvé l'an dernier, pour moi, c'était la pire OL de la Ligue, quasiment, quoi. Avec les Jaguars, c'était quasiment la pire OL de la Ligue. Et pour le moment, ils y touchent quasiment pas, quoi. Ils ont fait signer ici Connor Williams, c'est tout. Ouais. Et je pense que c'est surtout sur l'OL qu'il y a du boulot à faire. Alors, ils n'ont pas 50 000 tours de draft non plus, si je me trompe pas. Alors, les tours, ils ont le 29e choix, donc ils seront en fin de premier tour donc sur la draft, et après ils ont le 50e et le 101e au tour 2 et 3. Ouais, Ou de toute façon, dans toutes les... de toute façon, pour être simple, dans toutes les mock drafts que j'ai regardés, les concernant, sur les 4 premiers tours, ils prennent au moins 3 joueurs sur la ligne offensive. Ah bah c'est obligatoire. Et un running back pour donner de la profondeur. Donc, de toute façon... Après, en running back, ils ont déjà pris Chase Edmonds, donc je pense qu'ils vont même plus aller chercher sur la draft maintenant, mais ils compléteront peut-être en fond de draft avec des joueurs pour. Bon, après, ils ont encore Gaskin qui est là, remarque. Oui, ils ont toujours Gaskin, et puis non, c'est l'OL, c'est l'OL la plus importante, quoi. Pour moi, il leur faut une ligne. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une catastrophe. J'avais vu moi l'an dernier. Je sais pas ce qu'ils ont changé. Je voulais regarder vite fait, mais c'est la seule franchise de NFL qui a 2 coordinateurs offensifs. 2 co-coordinateurs offensifs. Oui, co-coordinateurs, ouais. Alors, je ne sais pas comment tu peux faire provoquer comme ça, y arriver. Enfin, apparemment, si je regarde, il n'y a plus que Frank Smith, ils en ont enlevé un. Donc, faut pas qu'ils appellent les jeux en même temps, quoi. Voilà, mais c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Alors, est-ce que il n'y a pas que ça, parce qu'il y avait quand même des joueurs de talent. On attendait sur leur petit rookie qui était pas mal en Noël, qu'on attendait, qui a fait une saison catastrophique. Qu'ils avaient drafté au premier tour. Sur l'OL, ils avaient drafté au premier tour, excuse-moi, que je le retrouve, c'est que je vous plein de trucs en même temps. Je ne vais pas vous aider, pour le coup. Eschenberg. Non, ils avaient pris. Alors, ils avaient pris. L'année dernière, ils avaient pris Waddle. Oui. Ouais, ok. Oui, Eschenberg. Eschenberg qui était annoncé assez costaud et qui a été catastrophique, comme toute l'OL d'ailleurs. Alors après, d'où vient le problème? Je vous dis, c'est deux coordinateurs offensifs ensemble ou pas? Est-ce que ça venait de là? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Mais il faut recruter à ce niveau-là, de toute manière. C'est le plus gros besoin qu'ils ont. Je voulais justement te répondre quand tu dis quel est le problème, entre guillemets, je ne vais pas te dire que j'ai la solution, mais moi je pense qu'il y a un problème structurel chez Miami Dolphins. Quand on voit l'histoire qu'il y a eu avec leur coach, bon, au final, on ne saura jamais la vérité, enfin, on ne saura jamais la vérité. Il y a quand même beaucoup de choses, mais on sent que c'est pas une franchise qui a l'air d'être gérée, on va dire, de main de maître et avec un gant de fer, et qui a l'air plutôt de partir de droite et de gauche sans vraiment savoir où elle va. Donc, je suis pas trop surpris par cette inconsistance de la franchise. Et deuxièmement, là où tu as tout à fait raison, Étienne, c'est que la ligne offensive était complètement à la rue, mais ce qui était plus grave, c'est qu'à mon avis, il y a quand même beaucoup d'autres équipes avant même au niveau de la draft
qui pourront prendre. Hein, je prends l'exemple des Giants, même s'ils ont été chercher quelques joueurs là à la free agency, mais malgré tout, il y a d'autres franchises qui vont sûrement se servir avant les Dolphins. Donc, je vois pas comment ils vont résoudre leurs problèmes très 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 rapidement en tout cas. Non, il va falloir en tout cas faire les bons choix parce que c'est vrai que sans ligne offensive, je vois mal le pauvre Tua pouvoir vraiment se développer correctement s'il n'est pas soutenu. Et le idem pour le jeu de course. Je veux dire là, ils ont plutôt intérêt à ce que ça fonctionne avec la ligne offensive. Messieurs, je donne juste une information parce qu'on a parlé de McKissic. McKissic en fait a changé d'avis. Il devait signer avec les Bills et en fait, je viens de voir qu'il a complètement changé d'avis, un peu comme Randy Gregory. Et finalement, il retourne à Washington. Donc voilà. D'accord. Ouais, donc okay. McKissic qui a été annoncé aux Bills. Il a fait une Randy Gregory. Il a finalement signé avec Washington. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur ESPN, qui sont à la pointe au niveau des updates, pour le coup, il était vraiment déjà dans l'effectif. Mais en fait, de la même manière que Gregory, il a été annoncé du côté des Bills, etc. Et en fait, Adam Schefter vient d'annoncer à l'instant, là, il y a 15 minutes, que il retournait finalement à Washington pour la même somme, 7 millions sur 2 ans. 7 millions, et, c'était ça, ouais. Voilà. Et finalement, il a changé d'avis. Voilà. Jouer plus à Washington ou être backup uniquement aux Bills, mais peut-être gagner le Super Bowl. Bon, voilà, son cœur a parlé. A priori, il veut jouer plus souvent. Carson Wentz. C'est Carson Wentz. Ouais, c'est ça. C'est Carson Wentz qui l'a convaincu, exactement. Exactement. On va passer à la dernière équipe, messieurs, les New York Jets. Les Jets, moi, je dirais que ils peuvent faire que mieux, finalement, cette saison. Qu'est-ce qu'il leur faut, à votre avis? Alors, Étienne, par exemple, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut? Parce que, j'ai l'impression qu'il leur faut beaucoup de choses, surtout, à cette équipe pour vraiment s'améliorer. Moi, j'avais bien aimé le move de faire venir Duvernay Tardif, qui paraissait un leader et qui s'était bien adapté et qui avait fait beaucoup de bien. J'espère pour eux qu'ils vont le re-signer parce que c'est un des joueurs les plus importants qu'ils ont à re-signer, à mon avis. Ils ont quand même perdu Marcus May aussi, qui est déjà signé ailleurs. Oui. Aux Saints, si je me trompe pas. Donc, ils ont fait venir CJ Ozuma aussi en tight end. Ouais. Faut voir, parce que moi, chez Zach Wilson, j'arrive pas à y croire. Qui montre beaucoup plus. J'ai été très déçu de sa saison l'an dernier. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, reconstruire comme ça avec un quarterback où je suis même pas sûr qu'eux y croient encore aussi. Ils sont obligés d'y croire, c'est un deuxième choix de draft, mais combien de temps ils vont encore y croire? Ils ont des besoins un peu partout sur la ligne, même s'ils ont des bons joueurs, ils ont des bons joueurs un peu partout parce qu'ils ont eu tellement de tours de draft qu'à force ils ont des bons joueurs, mais mais en même temps c'est pas complet. Il y a aucun secteur qui est complet quoi. Ils sont tous. Il y a 2-3 bons éléments et après derrière il y a rien d'autre à côté quoi. Donc faut arriver à compléter un peu partout. C'est très compliqué à analyser ce qu'ils peuvent faire. Faut voir. Ils ont récupéré. Si Joe Zuma c'est pas mal en tight end. On l'a vu cette année, il a fait une bonne saison. Mais est-ce qu'il n'est pas venu pour l'argent comme beaucoup l'ont fait aux Jets parce qu'il sort d'une finale d'une équipe qui vient de faire Super Bowl et qu'est-ce qu'il vient faire aux Jets quoi. Mais c'est compliqué. Alors là, ils ont effectivement signé Uzoma, ils ont signé Tomlinson sur la ligne. Ils vont avoir donc 2 choix au premier tour de la draft, le 4e choix et le 10e choix. Et ils auront ensuite 2 choix au 2e tour, à savoir le 35e et le 38e. Donc il y a quand même, je dirais, de quoi faire pour trouver des joueurs. Mais quand tu fais des mauvais résultats, tu as des bons choix de draft, mais à force, ça s'arrête pas quand même. Oui, c'est-à-dire que là, moi, ce que j'appelle, j'en reviens toujours à les équipes qui, comme les Jaguars ou d'autres, ou les Jets,
peuvent accumuler les bons choix, mais s'ils n'arrivent pas à faire prendre la mayonnaise entre joueurs d'expérience, c'est-à-dire une intelligence au niveau du recrutement, la free agency ou autre, et les éléments de la draft que tu ramènes, de toute façon, tu peux accumuler les talents, ça finira pas forcément à avoir des résultats. Plus après le coach et ses décisions. Donc, est-ce que l'ancien coordinateur défensif des 49ers, dont le nom m'échappe, mais Robert Saleh. Robert Saleh, voilà. Pour le coup, arrive à passer son cap de je suis coordinateur défensif à coach, ou est-ce qu'il est dépassé par l'inconstance et le faible niveau de certains de ses joueurs? Bon, en plus, comme l'a très bien dit Étienne, on a Zach Wilson qui ne montre pas vraiment, si à part sa belle gueule entre guillemets, ça il a peu la montrer, c'est ce qu'on avait vu à la draft, mais au final il ne montre pas les performances d'un deuxième choix de draft. Alors après on va me dire il n'est pas aidé autour, je comprends bien, mais on est dans le problème d'une équipe de moyen moins, même bas de classement, et qui comme les Lions ou les Jaguars ça a du mal à s'en sortir ou à se sortir d'années misérables, quoi. Donc, faudra voir. Alors, CJ Uzomah, c'est vrai que pour le coup, pourquoi il est venu s'enterrer là-dedans? L'argent, évidemment. Bon, après, c'est compliqué, quoi. Mais justement, en parlant de Zach Wilson, l'année dernière, ça a été une draft très riche en quarterback. On a eu énormément de quarterbacks au premier tour. Est-ce que c'est lui, finalement, le bust de cette draft 2021 parmi les quarterbacks, puisque on le cherche un peu, enfin, on savait bien que dans tous ces quarterbacks, tout le monde n'allait pas être un cador. Est-ce que, alors on n'a pas encore tout vu de ces joueurs-là, mais est-ce que ce serait lui, finalement, pour vous, le bust de ces quarterbacks du premier tour 2021? Faut attendre un petit peu de toute manière pour analyser ça, mais pour le moment, oui, les plus décevants, c'est Zach Wilson et Trey Lance parce qu'il n'a pas joué. Voilà, c'est les deux qu'on a. Trey Lance, il a montré un tant soit peu chouillette de plus quand il est éventuellement rentré, mais il n'a pas le même effectif autour. Il a fait un match titulaire, il a pas. Moi, j'ai plus confiance en Wilson parce qu'au moins on a vu des images. Trey Lance. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, de Zach Wilson, parfois, ça a donné une impression que il était complètement perdu. Bon, après, il s'est blessé aussi durant la saison, mais je sais pas. C'est vrai qu'il n'inspire pas confiance sur l'aspect visuel de ses matchs. Et pour le coup, je suis peut-être dur en disant ça vis-à-vis de la comparaison avec Trey Lance, mais il n'inspire pas confiance en tout cas. Alors un bust, comme a dit Etienne, c'est peut-être rapide. Après, moi ce qui m'a gêné, c'est qu'il faisait des erreurs en début de saison. Ok, il les a fait, pas de problème, c'est normal, c'est un rookie, c'est excusable. Mais il a eu 6 semaines de blessure. Et là, tu as le temps de travailler sur des choses différentes pendant que tu es blessé et tout. Et il refait les mêmes erreurs en revenant, quoi. On n'a pas vu de progrès dans son intelligence de jeu. Je parle même pas dans ses capacités techniques ou de choses là. Tu peux pas y travailler quand tu es en blessure, mais dans la vision du jeu, dans l'intelligence de jeu, on n'a pas vu de progrès à ce niveau-là. Et ça, ça me gêne, quoi. Oui, tout à fait d'accord. Ça, c'est vrai. Et alors, il faut pas oublier que Zach Wilson au départ n'était pas donné, il n'était pas donné aussi haut dans la draft. Et il y a eu toute une hype avec le combine et c'est monté très haut en très peu de temps le concernant, parce qu'au départ on l'attendait pas du tout à ce niveau-là de la draft. Maintenant, est-ce que cette hype elle était justifiée? Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas sûr. Parfait, messieurs. Selon vous, champion de division, vous voyez qui? Bills, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est vrai que là, on est 4, on le voit bien. En fait, là, on a quelque chose qui est bien à l'échelle, crescendo, avec les places bien attribuées. Hein. On sent bien Jets dernier, Dolphins en 3, Patriots. Ouais, mais attendez. Les Patriots, ils ont fini à une victoire des Bills. Donc, oui. Ils avaient fini. Ce que je veux dire, avant saison et avant de voir ce qu'il pourrait éventuellement y avoir, on a l'impression que c'est vraiment ces strates-là qui va y avoir. Surtout si les Patriots n'arrivent pas à refondre leur défense et à recréer une alchimie avec les différentes pertes. Et puis de manière, quand tu es avant la saison, tu vas mettre les équipes potentielles champions, tu vas mettre les Bills dedans, qui peuvent aller jusqu'au bout du Super Bowl. Tu vas pas mettre les Patriots, par exemple. Donc à partir de ce moment-là, tu es obligé de mettre les Bills vainqueurs de division, quoi. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a une autre division où ça va être un petit peu plus compliqué. On en parlera sûrement plus tard, où ça va être un peu plus compliqué de savoir qui va finir premier. En tout cas, voilà. En tout cas, réponse dans quelques semaines, messieurs.
Merci beaucoup pour vos analyses. On a fini avec cette AFC Est. Merci aussi à tous nos auditeurs pour leur écoute. Et vous retrouvez toutes nos analyses écrites sur le site et toutes les autres émissions, Step Back, Crosscheck, entre autres sur Twitch. Vous pouvez retrouver ça. Donc n'hésitez pas. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à toi. Aux auditeurs. Et merci à tous. Merci à Étienne. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.